Alors, on va passer à la troisième communication. Donc, je suis très heureuse d'introduire Brigitte Pittet, qui est connue déjà de notre Assemblée, que je salue comme collègue féminine, chef de service à Genève, d'un service de chirurgie plastique qui a toutes les facettes de la chirurgie. Comme elle dit si bien, elle dit que tout est petit, mais il y a tout dans le petit. Et c'est un service qui a des décennies d'historique de chirurgie plastique. Et Brigitte, parmi tous les travaux qu'elle fait des travaux très importants sur le NOMA. On va donc passer à une chirurgie de l'extrême. Et qui dit extrême dit aussi technique extrême. Je vous remercie, Madame Vasquez, pour votre invitation et pour votre introduction. Je rappelle rapidement, pour ceux qui ne le connaissent pas, ce que c'est que la maladie du NOMA. C'est une gangrène fulminante qui touche les enfants de 2 à 6 ans, qui partent d'une gingivite nécrosante et qui présente une mortalité très élevée et touche les enfants de la région subsaharienne, c'est-à-dire les parties les plus pauvres de notre planète. Cette maladie était décrite en Europe au Moyen-Âge et c'est l'augmentation du niveau de vie qui a permis à cette maladie de disparaître. On comprend ce qui reste à faire pour l'Afrique. Elle se développe en 3 phases. Une phase d'œdème associée à un état septique et une fièvre qui va en quelques jours tourner en l'apparition d'une nécrose transfixiante qui peut aussi toucher l'os, qui va se tomber d'elle-même. Puis le processus de cicatrisation va provoquer une rétraction de cette perte de substance et amener à l'état de séquelles, avec souvent une constriction mandibulaire par ces brides cicatricielles. Et c'est seulement au niveau des séquelles qu'on commence la reconstruction. Alors notre expérience, qui débute en 86, se porte sur à peu près 400 patients. Une petite majorité a été traitée dans nos hôpitaux, dans notre hôpital à Genève, alors que les autres ont été traités depuis 1994 en mission au Niger et au Burkina. Cette proportion n'est pas représentative du terrain. Les chiffres de l'ONG avec laquelle on travaille, qui possède ces 2 centres au Niger et au Burkina, compte 1400 patients et c'est évidemment que 22% de ces patients qui ont nécessité un transfert. Les conditions de chirurgie en mission sont précaires au Niger et au Burkina et nous ne pouvons pas nous lancer dans des reconstructions acrobatiques, mais c'est toujours l'occasion de partage important avec nos collègues africains et ainsi que des collègues européens qu'on invite à nos missions. Les NOMA opérés en mission sont pour la plupart des nouveaux cas qui n'ont jamais été opérés, mais dans un tiers des cas, c'est des retouches d'enfants opérés soit en transfert par notre équipe, soit par d'autres équipes. Le lambeau d'Eslander est pratique pour des petites pertes de substance labiale s'il est fait en mesurant bien de l'autre côté la perte de substance et en disséquant le pédicule pour qu'il soit fin et pour pouvoir reconstruire directement la commissure. On évite des commissurotomies secondaires. Ici, des reconstructions de lèvres avec des lambeaux d'avancement. On avance la muqueuse intrabuccale, la muqueuse labiale et la peau dans des plans séparés pour obtenir une fermeture souple. Ici, 2 lambeaux nasogéniens qui ont permis de reconstruire le seuil narinaire et la hauteur de la lèvre supérieure chez cette petite. Le lambeau nasogénien qui est aussi utilisé pour des pertes de substance partielles de la narine. Le lambeau frontal en mission est utilisé pour des pertes de substances nasales incomplètes. Il est pratiqué avec un pédicule sous-cutané pour éviter des sections de pédicule secondaires. Mais c'est le lambeau sous-mentonnier amené par Dominique Martin qui est venu avec nous dans quelques missions, qui a beaucoup développé cette chirurgie possible en mission, puisqu'il apporte un tissu bien vascularisé et beaucoup plus épais, tout en restant une chirurgie
peu morbides qui permettent de faire des jolies reconstructions en un temps. Un autre exemple, c'est un lambeau qui est insuffisant quand il faut reconstruire le lining intrabuccal lors de constriction, mais lorsque le patient ne présente pas de constriction, en utilisant les lambeaux de cicatrice, on arrive à reconstruire ses joues. Ici, un autre exemple, on voit que la composante musculaire du digastrique et du myohyoïdien permet de retrouver le galbe de la joue, toujours en une opération. Un autre exemple, ici on voit la délimitation du lambeau charnière qui va nous permettre de reconstruire le lining et la reconstruction de la joue et de la commissure avec le lambeau sous-mentonnier. Ces missions nous permettent également de pratiquer le suivi de nos patients à long terme, important pour pérenniser les résultats esthétiques et fonctionnels. Ici, un jeune homme reconstruit par une autre équipe qui présentait cette déformation secondaire qui a pu être corrigée en mission. C'est aussi surveiller les ouvertures buccales de ces enfants traités pour constriction. Ici, sur 10 ans, les valeurs de 24 patients suivis régulièrement par l'ONG locale. Si on fait la moyenne de toutes ces mesures, on s'aperçoit cette tendance à la récidive de la constriction, même sur les 10 ans post-opératoires. Il est donc très très important d'en être conscient et de faire suivre ces enfants à long terme. Ce suivi à long terme nous a permis aussi de remarquer la rétraction et la ptose des lambeaux lorsqu'ils sont faits sur des visages dont la reconstruction osseuse n'a pas été faite. Nous a permis aussi d'observer les problèmes de croissance au niveau des nez reconstruits. Tout ceci nous a conduit à évoluer nos stratégies, à comprendre l'importance de la reconstruction osseuse et à décrire de nouvelles techniques chirurgicales pour ces enfants. Ici, l'activité de transfert avec des reconstructions plus complexes, nécessitant les soins intensifs et plusieurs étapes. Les enfants sont accueillis dans une maison d'accueil de Terre des Hommes pendant les hospitalisations. Ici, notre consultation NOMA du mercredi à l'hôpital. Le coût du transfert m'a été demandé, donc un billet d'avion, un billet de quarantaine qui est assumé par l'ONG Sentinelle. Les frais d'hébergement dans la maison de Terre des Hommes sont assumés par la fondation Hirtzel qui suit ses enfants et l'hôpital de Genève offre la gratuité des soins depuis 2013. Les indications de transfert sont des constrictions sévères avec pont osseux entre le maxillaire et la mandibule, des pertes de substances osseuses du maxillaire ou de la mandibule importantes qui nécessitent une reconstruction osseuse et qui sont souvent associées à des larges pertes de substances des tissus mous. Donc la stratégie est une ouverture buccale avec excision de la fibrose et du pont osseux. Il est généralement nécessaire de faire une coronoïdectomie contralatérale pour obtenir une bonne ouverture buccale et la mise en place d'une cale 24 heures sur 24 qui va être gardée pendant des années, en tout cas pendant la nuit. La reconstruction osseuse se fait par un os bien vascularisé. Les grandes reconstructions des tissus mous nécessitent l'utilisation de lambeaux libres et il est important de travailler par unité esthétique, la joue, le menton, les lèvres et le nez. Quelques mots sur cette reconstruction osseuse. Nous avons décrit donc ce lambeau préfabriqué de calvarium vascularisé, qui est une étape en une intervention en 2 temps. Durant la première chirurgie d'autonomisation, on pose une greffe de peau totale sur la galéa et on dissèque un large pédicule autour de l'artère temporale superficielle que l'on enveloppe dans une feuille de silicone et le tout est repositionné sous le scalp qui est suturé sur 2 drains de redon. 2-3 semaines plus tard, l'incision est réouverte et on retrouve notre greffe qui a prise sur le calvarium. Un lambeau de calvarium est prélevé en pleine épaisseur. Il est entouré par cette galéa et ce périoste vascularisé et greffé et transféré au niveau de la face par un tunnel sous-cutané.
Quelques exemples de cette reconstruction osseuse qui permet de retrouver le contour du visage et la hauteur de la face. Un autre exemple, ici avec un contrôle un peu plus longtemps. Ici, un follow-up de 11 ans sur cette reconstruction osseuse et on peut voir que sur ces visages, ces squelettes faciaux en croissance, cette reconstruction osseuse est parfaitement intégrée et suit la croissance de l'os. Le prélèvement du site d'honneur s'est parfaitement réossifié. Et un autre exemple où on voit cette parfaite intégration du lambeau à plusieurs années post-opératoires. Les lambeaux libres, pour les reconstructions des tissus mous, nous avons beaucoup utilisé le grand dentelé, le grand dorsal également pour des pertes de substances plus grandes. Le taux de survie de ces lambeaux est de 98%. Le lambeau musculocutané du grand dentelé a l'avantage d'avoir un pédicule extrêmement long, ce qui est pratique pour les reconstructions au milieu du visage, beaucoup plus long, comme vous pouvez le constater, que le pédicule du grand dorsal. La palette cutanée est fine et souple, ce qui permet des remodelages au niveau du visage, et il a une faible morbidité du site d'honneur. Voici quelques exemples de reconstruction avec le grand dentelé. D'abord une reconstruction de calvarium bilatérale pour la mandibule. Chez cette toute jeune patiente, nous n'avons pas osé prélever le péroné. Et la reconstruction du menton par un lambeau musculocutané du grand dentelé. Et le résultat, un autre exemple similaire, une bonne insertion des faisceaux du muscle grand dentelé au muscle orbiculaire restant permet une bonne continence labiale de cette lèvre inférieure. Utilisé pour la lèvre supérieure et faisant la base de la reconstruction du nez, un autre lambeau du grand dentelé. Ici, la planification de la reconstruction du nez avec les lambeaux charnières qui vont délimiter la base du nez. On utilise une greffe osseuse ostéocartilagineuse des côtes pour le support et un lambeau frontal toujours pré-expandu pour la couverture cutanée. Et voici le résultat. Un autre exemple de ce type, opéré de la même façon. Nous avons ressorti 30 cas de reconstruction hémifaciale qui incluaient donc la destruction massive d'au moins 4 de ces structures ci-dessous. Il s'agissait d'enfants d'environ 10 ans qui avaient en moyenne 5 opérations pour une durée de transfert de 7 mois. Quelques exemples, ici, cette perte de substance centrofaciale, d'abord couverte par un lambeau musculocutané du grand dentelé. Les détails de la reconstruction de la lèvre par un lambeau d'Eslander, transféré sur la lèvre supérieure. La préparation de la reconstruction du nez et le résultat chez cette patiente. Un autre exemple où la perte de substance dépassait largement la ligne médiane. D'abord la reconstruction du maxillaire avec ce lambeau de calvarium vascularisé que l'on voit ici en place. On utilise l'hémivisage sain pour mesurer la taille du lambeau nécessaire pour la reconstruction des tissus mous, de la joue et du lining intrabuccal. Ce lambeau est reporté au niveau du dos. Une pré-expansion permet la fermeture directe du site d'honneur. Le lambeau de Galéa greffé permet de confectionner des petits lambeaux charnières pour l'insertion du lambeau sur le visage. Ici, les petits lambeaux locaux qui permettent la reconstruction des lèvres en utilisant les petits restes de lambeaux de muqueuse labiale pour reconstruire ces lèvres. Et le résultat. Ensuite, la reconstruction du nez, selon le même principe. On utilise la moitié du front pour pouvoir utiliser l'autre hémifront en cas de nécessité après la croissance. Et voici le résultat chez cette fillette. D'autres cas similaires, avec un peu de recul, qui montrent que le galbe et la hauteur du visage est conservée. Un autre exemple. Les limites de la reconstruction en mission
est constitué par cette complexité de ces reconstructions et par la nécessité d'avoir les compétences et de reconnaître ses limites. Parce que après avoir croisé quelques cas d'enfants opérés en mission par d'autres équipes, on se rend compte que des mauvaises opérations sont carrément nuisibles et pires que des mauvaises opérations. En conclusion, le principe de précaution s'applique, et particulièrement en mission. Il faut s'assurer d'un environnement adéquat. Il faut éviter la morbidité de site d'honneur parce que cet enfant, avec tout le front greffé, qui a le regard fixe, garde cette séquelle pour toute sa vie et il y a moyen de faire autrement. Il faut assurer la sécurité des lambeaux que l'on fait et non pas comme chez cette jeune fille ou cette fillette où tous les lambeaux ont été utilisés et où la séquelle de Nouma est toujours béante au niveau de son visage. Et voici la correction après lambeau libre et reconstruction du nez. Et il faut être capable de faire un suivi et d'apporter des corrections nécessaires. Sinon, il faut éviter de les opérer. Je crois que c'est de leur rendre service. Voici l'exemple d'une fillette opérée à 3 ans avec une reconstruction nasale faite à l'âge de 5 ans. La reconstruction nasale s'est rétractée avec résorption du support osseux. Eh bien, on a pu lui offrir une deuxième reconstruction en expandant le front à nouveau et en faisant un deuxième lambeau frontal avec ce résultat. Finalement, je voudrais parler de mon admiration pour ces enfants qui finalement sont partis de pas très loin et qui, avec un petit coup de pouce, et c'est pourtant modestement du bricolage parce qu'on n'arrive pas à faire des beaux visages et sûrement pas comme la greffe faciale, mais on retrouve des enfants pleins de vitalité qui sont là pour reprendre le flambeau. Et ici, le cas de cette petite qui est opérée à l'âge de 3-4 ans avec ce résultat que j'ai revu en mission 15 ans plus tard, qui demandait une petite correction qu'on a fait. Cette petite est en train de passer son baccalauréat. Elle est pleine de vitalité. Et quand on pense au point de départ, je crois que c'est des enfants qui sont pleins de force. Et on a plusieurs cas comme ça qui sont maintenant à l'université, en faculté de physique, en faculté de sociologie. Et c'est très émouvant de voir ces enfants qui tiennent le coup et qui se battent malgré des visages qui restent tout à fait approximatifs. Je vous remercie. Pour commenter cette présentation très impressionnante, j'appelle Patrick Diner. Mes commentaires ne peuvent être qu'admiratifs. En tout cas, cette lecture déjà souligne l'importance d'une équipe aguerrie, seniorisée, et d'éviter que des jeunes chirurgiens sortant juste de leur clinica viennent faire des missions humanitaires pour opérer. Donc c'est une première chose, c'est d'insister sur cette nécessité d'une équipe bien aguerrie. La deuxième chose aussi, c'est que vous participez à la transmission du savoir, de techniques chirurgicales qui disparaissent un peu dans nos pays plus favorisés. Or, il ne faut pas perdre de vue qu'il faut savoir faire un lambeau nasogénien, qu'il faut faire des lambeaux mentonniers ou sous-manteaux. Et on perd ces indications, bien sûr, sous nos latitudes. Et d'emmener des jeunes chirurgiens participer à vos missions, en effet, est aussi essentiel. D'autre part, j'ai 2 ou 3 questions. Parce qu'en fait, votre groupe n'est pas uniquement chirurgical, car vous participez aussi à des grandes études à la recherche des causes, des facteurs étiologiques. Y a-t-il eu des avancées sur ce plan-là? Car c'est multifactoriel. La deuxième chose, je suis étonné qu'après les réparations, il n'y ait pas, entre guillemets, récidive, parce qu'en fait, on replace les patients dans les mêmes conditions défavorables, avec aussi la possibilité de nouvelles gingivites nécrosantes ou pas. Mais avez-vous vu des récidives après ces belles... et y a-t-il une différence entre les lambeaux, dirons-nous, à distance ou microvascularisés et les lambeaux locaux? Est-ce que vous pouvez déjà répondre à ces 2 questions? Merci. Alors, la récidive, non, on n'en a jamais vu, mais on n'en a jamais vu non plus chez des cas non traités qui sont probablement plus vulnérables parce que pour beaucoup, ils ont des constrictions mandibulaires et ils ont de la peine à se nourrir. Heureusement qu'ils ont un trou, généralement, qui leur permet la nourriture, l'alimentation. Donc, pas de récidive. Les enfants, une fois qu'ils ont été traités,
fois qu'ils ont été détectés par l'ONG, sont pris en charge, sont renourris. Il y a des visites mensuelles qui sont faites dans les familles avec des sacs de riz qui arrivent si les parents n'arrivent pas à maintenir la croissance de l'enfant. Donc je pense que grâce à ce suivi, on évite de nouvelles malnutritions. Mais ceci dit, j'ai jamais entendu parler. Il y a quelques rares cas de noma bilatéral, c'est déjà très, très rare, mais de récidive, j'ai jamais entendu parler. On voit qu'il s'agit essentiellement d'enfants, parce que le noma, ça a une prévalence Voilà, chez l'enfant. voilà, ça a une prévalence chez l'enfant. Après, ça nous arrive de traiter des jeunes adultes ou même des adultes. Lorsqu'on les croise en mission, c'est des gens qui ont leurs séquelles depuis l'enfance et qui n'ont jamais eu l'occasion de se faire reconstruire. J'avais lu, mais je ne sais pas si le chiffre est exact, vous allez me corriger. En 1998, on disait qu'il y avait plus de 140 000 cas de noma en Afrique. Est-ce un chiffre qu'on peut considérer comme exact? C'est dans une de vos publications, je pense que voilà. Je l'ai lu. Ouais. Et est-ce que ce chiffre s'accroît? Alors, on parle de 14 000 nouveaux cas par année, mais tous ces chiffres sont des extrapolations faites par l'OMS et c'est très très compliqué de savoir exactement le nombre de nouveaux cas. Tout ce qu'on peut dire, c'est que dans les zones qui sont couvertes par les ONG avec lesquelles je travaille, les nouveaux cas continuent, particulièrement au Niger, mais avec les problèmes politiques qu'on connaît, là-bas, l'aide humanitaire a nettement diminué et ils ne sont pas sortis de l'auberge, les pauvres. Donc, il continue à y avoir beaucoup de nouveaux cas par année là-bas. Après, les chiffres, les derniers chiffres de l'OMS, je ne les ai pas, mais c'est sûr qu'il y en a plus que ce qu'on pense, mais que les extrapolations sont dangereuses. Enfin, donc, c'est merveilleux que vous puissiez les prendre, même si le nombre est limité, mais une petite goutte d'eau, ça fait un océan, nous le savons. Alors, voilà, les questions. Dans les nomas que vous traitez, quel est le pourcentage... On ne t'entend pas, Dominique. Dans les nomas que vous traitez, quel est le pourcentage de construction d'origine musculaire et d'origine osseuse, ou est-ce uniquement musculaire? Alors, en fait, les constrictions sont dues à une espèce de fusée de nécrose qui détruit la muqueuse, qui détruit les muscles et puis qui vont se cicatriser par contraction. Alors, plus la destruction est postérieure, plus la récidive de constriction est importante. Si c'est une destruction qui est relativement antérieure, avec une bonne reconstruction des tissus mous, on arrive en général à éviter les récidives, mais quand elles sont très postérieures. Ensuite, est-ce que c'est que fibreux? Est-ce qu'il y a un pont osseux qui se greffe là-dessus? Ça dépend un petit peu de la durée entre l'atteinte et la prise en charge, hein, parce que c'est une fibrose au départ, puis qui s'ossifie secondairement. Alors, pour vous dire exactement le pourcentage de pont osseux dans nos prises en charge, je dirais à la louche que c'est à peu près 30%. Je pose ma question, je vous le passe. Juste une petite question par rapport à ce que vous demandez, Patrick Diner, sur l'étiologie. Est-ce qu'on peut confirmer que le point de départ est toujours une stomatite ulcéro-nécrosante localisée et que du fait de la dénutrition, ou est-ce qu'il y a des germes particuliers, enfin, où on en est de l'étiologie? Oui, donc on a fait des recherches depuis 2000 à Zinder où on a fait des prélèvements sur ce qu'on appelle les cas frais, c'est-à-dire les nomas aigus. Donc avec des petits buvards, on prélevait du côté du atteint, de l'autre côté. Pour chaque cas, on avait 4 cas témoins qui étaient du même village, vivant dans les mêmes conditions. On a analysé toutes ces prélèvements par analyse d'ADN pour essayer de détecter vraiment tous les germes présents. Donc voilà, ça a été une très longue recherche. On n'a pas pu mettre en évidence de germes spécifiques causales. On a pu mettre en évidence un déséquilibre de la flore
buccale par rapport au cas n'ayant pas eu de noma. On a pu observer ce même déséquilibre de la flore dans les cas de gingivite, raison pour laquelle on est persuadé que c'est une gingivite qui tourne mal et qui conduit au noma. Donc la gingivite est plus facile à traiter et finalement c'est un axe de prévention que de... À part ça, les données épidémiologiques ont toujours confirmé la précarité de l'état de santé de l'enfant, c'est-à-dire le nombre de grossesses chez la mère, la présence de famine au moment de la grossesse de la mère, le nombre de frères et sœurs, les maladies débilitantes comme le paludisme ou la rougeole, etc. Oui, une petite question très précise. Vous continuez l'émission depuis 2012 ? Et si oui, comment vous gérez la situation actuelle au Niger ? Ouais, alors donc la première mission c'est 94 au Niger à Zinder. Ensuite on n'a plus pu aller à Zinder. On a fait nos missions à Niamey pendant 2 ans et depuis 3 ans on les fait au Burkina Faso parce qu'on n'a plus le droit d'aller au Niger et on est parti donc le 15, le lendemain de l'attentat, mais on n'a pas renoncé. On était parti. On a voulu y aller. Ouais. Pas d'autres questions? Ben, merci beaucoup, Brigitte.